Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour l'épisode 5 du podcast Sans Limites. On est ravis d'avoir Camille aujourd'hui avec nous, qui va se présenter pour faire la meilleure présentation possible, parce qu'on a fait des tests avant et il y avait des problèmes. Et sinon, Zéphyr, qui présente le podcast Sans Limites, ça permet aux gens de vendre leurs biens immobiliers et d'acheter également en toute simplicité, en toute sérénité. Donc si vous souhaitez vendre ou acheter, venez sur zéphyr.fr. Voilà, j'ai perdu ma feuille. Et donc je me présente ? Allez, vas-y, après on présentera Louis et Lucie. Franchement, j'ai regardé les épisodes, je vous ai jamais senti aussi stressée. Attends, elle a tout niqué, faut recommencer. Moi, je m'appelle Camille Moncarnel, j'ai 26 ans et je suis leaduse d'opinion, entrepreneuse, autrice et chroniqueuse. Je suis la fondatrice d'un compte Instagram et d'un média qui s'appelle Je m'emballe Clito, qui abat les tabous sur la sexualité féminine. Pour faire court, je parle de tous les petits riens du quotidien dont on ne parle jamais et desquels on a toujours vraiment l'impression d'être très chelou et d'être très très seul. Et pour replacer historiquement, je m'inscris dans ce qu'on appelle la révolution sexuelle post-MeToo en France. Et voilà, on va parler du clito, il me semble. Et d'une île qui s'appelle Madagascar, qui est à côté du Niger, qui est espagnol, je crois. Espagnol. Ça, c'est un... Ouais, d'accord. Ah, ouais. Et t'as pas dit influenceuse, du coup ? Non, j'ai pas dit influenceuse parce que c'est vrai que j'arrive pas à me reconnaître dans le spectre de l'influence. Pour le coup, j'ai une vraie démarche militante et un vrai propos politique. Et ce qu'on retrouve dans toutes les personnes que moi je peux identifier comme étant influenceuses, c'est vraiment leur compte Instagram est uniquement une plateforme business qui permet en fait de vendre des produits qu'elles ont sélectionnés à une communauté. Et si c'est des personnes à qui si on pose la question, mais concrètement pourquoi est-ce que tu fais ça d'un point de vue de la société, il n'y a pas forcément de corrélation. Moi, j'ai une vraie vocation à essayer de faire en sorte que mon passage sur Terre ait vraiment changé quelque chose, faire en sorte que les femmes puissent se jouir et orgasmer beaucoup plus facilement et beaucoup plus librement. C'est pour ça que dans l'influence, j'ai du mal à me reconnaître. Je préfère limite presque qu'on dise de moi que je suis une Instagrammeuse, mais vraiment au sens, elle a choisi comme plateforme et comme plateforme de diffusion le réseau social Instagram, sans forcément que ça vienne connoter quoi que ce soit. Mais leaduse d'opinion, je pense que c'est assez clair que j'ai une volonté que j'ai un avis, que je l'exprime de façon très claire. Et le côté leaduse d'opinion, c'est justement le côté communauté, où en fait, je lead une communauté et je suis à la tête d'une communauté envers laquelle j'essaye de faire passer des messages qui sont exclusivement positifs, bienveillants et consentis. Écoute, c'est une sacrée présentation. N'est-ce pas ? Ouais. À demain. Et du coup, on est avec Lucie et Louis qui sont de chez Zéphyr. Vous voulez vous présenter rapidement ou pas ? Oui, du coup, rapidement. Donc, Lucie, je travaille chez Zéphyr sur la partie brand. Et Louis, du coup, je travaille chez Zéphyr avec Rémi, écouteur d'opinion plutôt que leader d'opinion. Oh On va voir ce que ça veut dire bientôt. J'adore cette nuance. Cool. Écoute, on aimerait bien parler un peu de ton enfance, du coup, au Niger, et non au Nigeria, comme Louis nous l'a dit tout à l'heure. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui avais fait l'erreur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période ? Bien sûr. Comment t'as grandi, comment c'était, tes parents, tout. Grave. Tout ça. Ok. Donc, j'ai 26 ans, donc je suis née au Niger il y a 26 ans, en décembre 1996, dans la capitale qui s'appelle Niamey. La vie a fait que j'étais abandonnée sur un lit d'hôpital quand j'avais 3 jours. Et je me suis retrouvée dans un orphelinat dans lequel il s'avère que parmi des dizaines d'enfants, j'étais la seule fille. À ce moment-là, mes parents arrivaient au Niger avec la volonté d'adopter. Et ils ont déposé leur dossier, ils ont commencé toutes les démarches en disant « Écoutez, vraiment, on ne va pas choisir parce qu'on n'est pas là pour faire nos courses, mais si vous nous posez la question, ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir une fille. » Ce à quoi on leur a répondu, on ne peut pas vous dire pourquoi, mais il n'y en a qu'une. Et donc finalement, les démarches sont allées très très vite. À 2 mois, j'étais chez nous. Et on a grandi donc 5 ans au Niger, 4 ans en France du côté de Montargis, 5 ans à Madrid, en Espagne, et 4 ans à Madagascar. Tout ça pour le travail de ma maman. Donc moi, j'ai grandi avec une maman diplomate, inspectrice d'éducation nationale, en voyage d'affaires, littéralement, toutes les 2 semaines. Attends, ça veut dire quoi, diplomate et inspectrice de l'éducation nationale ? Alors, diplomate, c'est-à-dire qu'en fait, elle travaille pour l'AEFE, donc l'Agence pour l'éducation française à l'étranger. Okay. Et donc, tu es missionné dans un autre pays pour exercer des fonctions et donc inspecter toutes les écoles françaises qui étaient à ce moment-là au Niger. Donc en fait, inspectrice, c'est son métier et diplomatie, ça va être plus son statut. Et un papa libanais au foyer, passionné de cuisine et de littérature et de jardinage. Donc si vous voulez... C'est Alain Géam. Comment ? C'est Alain Géam de l'épisode d'avant. Voilà. Non, mais il y a un côté un peu... et je pense que c'est que maintenant que je commence à peine à m'en rendre compte et à ressentir même ça, parce que je le vois dans ma perception que j'ai du couple ou dans la façon dont je me projette, c'est que fondamentalement, j'ai grandi dans une famille où la sécurité financière et économique d'un foyer a toujours été portée par une femme et la sécurité émotionnelle
d'un foyer a toujours été portée par un homme sans que ça ne pose aucun problème. Et ça, c'est vrai que voilà, moi, j'ai pas eu un papa qui avait besoin de se revendiquer féministe ou quoi que ce soit. Juste, en fait, il faisait le taf, quoi. D'autant plus que, on va pas se mentir, le fait d'avoir le pouvoir économique, ça reste quand même un pouvoir. Et moi, justement, j'étais dans une famille où, du coup, j'ai pas du tout eu un papa qui a eu l'impression de se sentir moindre et masculiné ou quoi que ce soit parce que c'est pas lui qui gagnait le salaire et qui faisait vivre la famille. Bien au contraire, il y avait vraiment une répartition des tâches très, très claire. Ils en pensent quoi d'ailleurs parce que c'est quand même engagé. Ils sont fiers. Au début, ça leur a fait peur. Moi, j'ai perdu mon papa il y a 10 ans. Non, désolé. Non, c'est pas désolé. C'est pas de ta faute, que je sache. Donc, non, c'est pas de ta faute. Donc, papa, je saurais pas. Je pense qu'il aurait été fier. C'est vrai que moi, j'ai un rapport à la mort qui est pas du tout... justement, c'est pas du tout un sujet dont on ne parle pas. Et j'ai beaucoup de mal à envisager, du coup, le fait de perdre une personne et derrière de ne plus jamais parler comme si cette personne n'avait pas existé. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau. On continue tous à aimer des personnes qui sont mortes. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut mettre en avant et à quel point la personne et ce qu'elle nous a inculqué continue à vivre en nous. Mais ma mère est hyper fière. Ma mère, c'est la génération mai 68, donc ma mère, avoir une fille militante qui passe sa vie à ouvrir sa bouche et à se battre et à prendre de la place et à occuper l'espace et avec humour et grâce, elle trouve toujours que elle est très très fière de voir ça, quoi. Et je pense qu'il y a aussi un décalage, parce que finalement, ma mère est quand même fonctionnaire et moi, j'ai décidé d'aller sur la voie de l'entrepreneuriat. Donc, je sens dans son regard et quand on en parle une certaine forme d'admiration de... Ouais, c'est quand même un peu plus de pression. C'est plus... Il y a un sujet de... Il n'y a pas ton salaire qui tombe tous les mois si tu taffes pas. Et ma mère est profondément féministe. Donc, non, le fait de voir que... pareil, que j'arrive à avoir un impact et que moi et que mon travail et que les personnes avec qui je travaille, on arrive à avoir un impact positif sur la vie des gens à court terme, qui fait vraiment, moi, partie de mon axe depuis le début de ma carrière entrepreneuriale et je pense à vie. Et c'est le fait de me dire, je crée des choses qui dépassent ma propre personne. J'ai une véritable responsabilité pour les générations futures. J'ai une urgence d'archivage qui est totale. Donc, c'est pour ça que je crée plusieurs médias, que j'enregistre des podcasts, que j'écris un livre par an. C'est parce qu'en fait, je veux que le jour où moi, je sois plus là, ou même d'autres militantes ne soient plus là, les prochaines révolutions puissent se dire, en fait, les meufs, elles se sont organisées comment ? Enfin, du coup, Et ça, c'est un vrai sujet. Surtout quand on est dans du digital, du non palpable. Le fait d'écrire, ils peuvent appuyer sur un bouton et littéralement tège Instagram pour aller brûler des bouquins, faut le faire. C'est plus compliqué. Ouais. Et tu disais que ta mère était profondément féministe. Est-ce qu'elle elle te revendiquait des choses quand tu étais petite ? Ah oui. Je crois en la programmation neurolinguistique dans l'éducation, moi. À 8 ans, j'ai dit pour la première fois que je voulais être chef-feu plus tard. Et en reparlant avec ma mère, elle m'a dit que j'avais à peine 12 ans quand j'ai vraiment dit non, mais moi, je veux être la première chef noire française étoile guide Michelin. Et c'était mon rêve depuis que j'avais à peu près 12 ans. Après, ça a évolué parce que mes parents voulaient pas que je rentre en France pour faire un bac pro en me disant franchement, tu vas passer ton bac à 17 ans, ça sera largement assez tôt pour faire tes études. Et potentiellement, un jour, tu feras plus ça et tu seras content d'avoir un bac général. Et donc, je suis allée jusqu'à mon bac L et en terminale, moi, j'hésitais entre quand même Sciences Po, parce que je voulais être ministre de l'égalité, qui était un poste qui n'existait pas à ce moment-là. Et je voulais me battre pour les droits des femmes. Et avoir une véritable carrière politique. Et à côté, Ferrandi, qui est du coup cette école de gastronomie, parce que je voulais être chef étoilé. Quand même, tu penses encore à la politique ? J'y pense encore à la politique et j'y pense encore à la cuisine. Tu vois, j'ai pas du tout l'impression. Ma psy me disait la semaine dernière, Camille, il vous reste des décennies à vivre. Est-ce que, c'est possible que votre cerveau comprenne ça ? Donc, ouais, tu vois, j'ai 26 ans, donc je me dis franchement... Pourquoi pas ? Et puis surtout, il y a 5 ans, vraiment, j'étais chef de partie dans un restaurant et je bossais dans des 3 étoiles au guide Michelin. Donc, et si on m'avait dit, non, pas du tout, tu vas monter une entreprise et tu vas faire partie. Et franchement, je t'aurais ri à la gueule. Je t'aurais dit, ouais, grave, les carottes, du coup, les oignons, c'est par où ? Donc, fondamentalement, je ne sais pas ce que je ferai dans 5 ans. Et ça peut être de la politique et je veux quand même ouvrir mon resto à un moment donné, quand même, ce serait intéressant. Et c'est important et c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Mais je me dis que voilà, j'ai quand même une vraie volonté, une vraie appétence et je pense capacité à naviguer. Et pour le coup, j'essaie d'avoir très peu de croyances qui vont être assez limitantes et assez cadrées. J'essaie vraiment de me laisser porter. Après, encore une fois, ça fait partie d'un véritable privilège d'être capable de faire ça et de pouvoir... c'est quand tout le reste roule que du coup tu es en mode YOLO. Et moi, je suis curieux par rapport à l'adoption. Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose ? Ma copine, elle est féministe et adoptée également. Okay. Elle est adoptée également hyper jeune, donc pas autant d'impact. Comment t'es en train de marquer des points là ? C'est ça. Tu veux me demander si je suis féministe ? et donc du coup, forcément, il y a une sorte de peur de l'abandon où il y a des impacts qui après sont maîtrisés. Tu parlais tout à l'heure de
ta difficulté à dormir des longues nuits, tu penses Ouais. que c'est lié? Comment tu penses que Alors, tu vois, tu t'en parles avec ton psy, je sais pas, c'est des sujets. Ah ouais, j'en parle avec. Alors moi, pour le coup, et ça fait vraiment partie des questions que j'ai jamais honte de le dire, et on me pose tout le temps cette question. Mais comment tu fais? Alors, je suis suivie psychologiquement par 3 personnes. C'est comme ça qu'on fait. Pourquoi 3? Parce que j'ai une personne avec qui je fais vraiment de la PNL, donc programmation neurolinguistique. Pour le coup, si je devais schématiser, c'est vraiment en fait notre cerveau est un ordinateur avec une certaine version de iOS et des fichiers. T'as beau essayer de lire des nouveaux Word, en fait, si t'as pas fait la mise à jour, que t'as pas tège certains fichiers, réinstaller les bons, redémarrer ton ordinateur, ça marchera pas. T'essayes de lire un Word en Page. Donc la PNL, ça consiste vraiment, c'est un espèce de nettoyage un peu plus profond qui va du coup aller taper beaucoup plus l'inconscient. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, notamment sur la thématique de l'adoption, quand j'avais l'impression vraiment de buter sur le sujet avec ma psy. Et j'ai pu faire des 10 séances, 15 séances sur le même sujet, à raconter toujours la même chose. Et en fait, elle me dit, en fait, là, pour le coup, vous avez enregistré cette version-là dans votre cerveau. Ça a dû clairement faire partie des stratégies de survie et pour coper un peu le truc. Mais du coup, on peut pas travailler, quoi. Et donc, la PNL, ça m'a aidé à ça. Et après, Tu fais quoi en PNL concrètement? Alors, c'est quelqu'un qui te répète des trucs Non, pas du tout. C'est vraiment une personne à qui... c'est hyper intéressant parce que le premier truc que la personne va faire, c'est vraiment essayer de comprendre quel est ton champ lexical, en fait, comment est-ce que tu parles d'un sujet, quels sont les termes que tu vas utiliser. Moi, j'avais tendance à avoir un côté vraiment dans la lutte. Tout était question de combat. C'était vraiment des termes parfois même hyper violents. Donc, j'avais un champ lexical quand même de choses qui devaient un peu se faire dans la douleur. Et donc, c'est intéressant, du coup, ça en dit long aussi sur la personne, sur comment est-ce qu'elle perçoit sa vie, est-ce que tu as l'impression d'être dans un truc de sacrifice, est-ce que tu as l'impression de... Et donc, elle se réapproprie tout ça, et du coup, elle essaye de te raconter, et en fait, c'est comment est-ce qu'elle te raconte une version qui change et qui passe quand même, qui va pas vraiment être un énorme trigger pour toi. Et c'est toujours intéressant parce que ça fait pas effet tout de suite, faut vraiment attendre quelques heures, voire quelques jours, et petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, il y a des trucs qui se diffusent. Ouais, mais ça reste des super héroïnes et des super héros, ces personnes qui arrivent à faire ça. Et la psychothérapie, c'est vraiment une analyse assez classique où, pour le coup, tu repars dans la notion vraiment de trauma. Et vraiment, les personnes adoptées. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui ont été adoptées, qui n'ont pas forcément des traumas d'abandon, qui vont peut-être avoir plus un sujet sur le contrôle, qui vont avoir un sujet sur la vie, qui vont avoir vraiment une notion du temps, où tu as l'impression qu'en fait, il faut vraiment que tu ailles très très vite, que tu fasses 1 milliard de trucs, parce qu'en fait, tu sais pas quand est-ce que... Et tu es tellement passé à côté du pire que tu te dis, en fait, potentiellement, genre chaque jour est un truc... Ouais. Mais vis-à-vis du trauma d'abandon, oui, c'est quand même un truc qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui ont été adoptées, mais parce que concrètement, c'est ce qui t'est arrivé. Enfin, pour le coup, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, c'est plutôt comment est-ce que... tu vis avec, quoi. Alors, en fait, c'est comment est-ce que tu vis avec et pas comment est-ce que tu survis avec. Et en fait, il n'y a rien de plus jouissif que de s'asseoir dans le canapé et de dire à sa psy, et venez, on parle du fait que là, pour l'instant, en l'état, ça va. Et du coup, cuisine, comment t'es arrivé là-dedans? C'est Food. Influence de ton père ou rien à voir? Complètement. Bah, alors là, 100% influence de mon père, et 100%, c'était ma passion, donc depuis toute petite. Et j'ai un véritable sujet avec le fait de nourrir les personnes que j'aime, et je trouve que on le ramène toujours à quelque chose de très féminin, et ça a tendance à me gaver. Mais j'ai un côté véritablement nourricier. Enfin, c'est-à-dire que moi, vraiment, en fait, ça fait partie des seuls besoins premiers et des seuls besoins primaires auxquels je peux répondre pour un autre être humain. Donc, franchement, nourrir et te donner à boire et te sortir des bons vins et te faire des bons cocktails et te sortir des petits jus et des infusions. J'allais faire une blague, mais... Ouais, sur le jus. Non, il y a d'autres besoins primaires que... Ah oui, là, si tu vas sur le terrain de la sexualité, t'es mort. En besoin primaire. C'est beaucoup trop tôt. On va attendre. Là, c'est mort. Ouais. Ok. Du coup, cuisine. Manger, un besoin primaire. Je Manger. suis pas sûre que la boulette soit un besoin primaire. Et j'ai l'impression que t'arrives à me connaître un peu plus quand je cuisine pour toi. J'ai réussi à dire des choses, à faire passer des choses que je n'arrivais pas à dire à travers des plats. Et j'ai tendance à dire que ouais, ça fait à peu près 10 ans que je mets mes émotions sur des plats. Et c'est un peu le seul truc que j'ai réussi à trouver pour mettre tout le monde d'accord, quoi. Juste le temps d'un repas, et ça vraiment, ça fait partie de... j'arrive à mettre tout le monde d'accord, des personnes qui sont de bords politiques différents, de croyances sociologiques différentes, de croyances intellectuelles, de classes sociales différentes, des personnes qui ne parlent pas la même langue. Le seul truc que j'ai réussi à trouver en tant qu'être humaine pour fédérer des personnes qui ne sont pas d'accord, c'est la cuisine. En fait, il y a au moins 1h30 où tout le monde ferme sa gueule parce qu'en fait, t'es en train de kiffer ce que tu manges. J'ai appris notamment avec des chefs triplement étoilés. Donc moi, j'ai été formée par Guy Savoy, Alain Passard, Éric Prat, qui sont des chefs français. Et une chef-feu, Louise Jacob, qui a un resto dans le 7e qui s'appelle Potoka, qui m'a aussi appris beaucoup
une dimension de la cuisine qui est beaucoup plus à l'image de ma personne. C'est vraiment, j'ai l'impression d'aujourd'hui d'arriver à faire une cuisine qui me ressemble, là où avant, et notamment quand tu bosses dans des 3 Mac, tu fais la cuisine d'une autre personne. Ouais. Et du coup, il y a vraiment un côté, en fait, c'est des personnes qui passent commande, hein, t'es juste les mains, parce qu'en fait, mais t'as pas vraiment cet aspect vraiment créatif. Là, je me suis retrouvée dans un restaurant où finalement, tu prends un poste et elle te laisse la liberté de dire, en fait, moi, j'aimerais bien, avec les produits qu'on a, faire ci. Est-ce que je peux proposer telle suggestion? Et puis, il y a vraiment un côté des plats orgasmiques, quoi. C'est pas du tout un truc... moi, je cuisine avec beaucoup de beurre, il y a de l'huile d'olive de partout. Pour le coup, c'est pas... Faut pas venir chez moi si t'as envie de perdre du poids. Ah, je suis en sèche. C'est vrai? Bon, je repense, ouais. Ah, je peux te Là, poser ça va un se verre voir. d'eau, si tu veux. Ça va se voir, hein, tous les différents podcasts, Ah ouais? tous les mois. Là, déjà, je pense que ceux qui regardent Alain Gilliam, ils doivent se dire que j'ai perdu au moins 5 kilos. T'as perdu 5 kilos? Non, vraiment? Non, pas encore. Ah, pas encore. Mais Juste, je markete le truc comme ça. Ça fait partie du plan. Je peux pas me rétracter, du coup. Et comme ça, je regarde le prochain. Ça se trouve, il a perdu 5 kilos. Exactement. Et ben, c'est la target. C'est la target. Et au moment en fait où tu travaillais du coup dans les différents restaurants étoilés, t'as créé ton compte Jeudi Non Chef. Non, c'est Ou venu après. Ou c'est venu après. Ouais, c'est venu Ok. après. En fait, moi, j'ai créé Je m'en bats le clito d'abord, donc en 2018, octobre 2018. Je venais juste de finir mes études, donc en juillet, le juillet d'avant, donc juillet, août, septembre, octobre. Ouais, 3 mois après, j'ai créé Je m'en bats le clito. Et Jeudi Non Chef est né un an après, donc pour le coup, plus en octobre, novembre 2019. Ok. Après une énième conversation avec des copines qui bossent encore dans le milieu et qui me racontaient des dingueries et qui me racontaient à quel point, oui, en effet, la violence, le racisme, le sexisme, la misogynie, la grossophobie C'est incroyable, la cuisine, est pour ça. systémique à ce milieu et systémique à ce secteur. Et en fait, et j'en ai eu marre et je dis, et vous vous rendez compte qu'en fait, dans tout ça, on nous demande de répondre oui, chef à tout, quoi. Et sur un coup de tête, et toujours, parce que moi, j'ai une colère qui est très, très productive. Ouais, productive. J'ai dit, non, mais en fait, moi, je m'en fous. Moi, je dis non, chef, en fait. Il n'y a pas de... Et j'ai créé ce compte Insta tout comme ça, en 10 minutes. Et je m'en bats plutôt, c'est pareil. Ça naît toujours d'une espèce de colère qui bout et qui, à un moment donné, besoin de se matérialiser et de pas juste être moi et mon verre de rosé en train de péter un câble. Ouais. Est-ce que t'as peut-être un témoignage qui t'a le plus choqué un peu En cuisine ou je m'en bats clito? Ouais, en cuisine. Alors, pour le coup, je hiérarchise pas du tout la violence. C'est un principe que j'ai de pas hiérarchiser la violence. Et par exemple, je ne hiérarchise pas non plus les violences sexuelles. Donc, une personne qui va me dire qu'elle a vécu un viol, je vais pas dire c'est quand même plus grave que la personne qui... Je refuse de hiérarchiser la violence et la douleur. Mais par contre, disons que... Ouais, tout ce qui va toucher à une forme de perversion et en fait tout ce qui va être de stratégiser la violence. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a... Il y a certaines cuisines qui vont limite être formées, constituées pour que ça soit plus simple de faire preuve de violence sexuelle envers certaines personnes. Il y a des couloirs. En fait, il y a vraiment ça va jusque-là. Et puis l'omerta qui est totale, quoi. Le sentiment vraiment des victimes d'avoir l'impression de je ne peux pas parler parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je trime pour me faire un nom dans ce métier et en fait, c'est mort si je parle. Donc il y a un peu après, ça, on le voit dans plein de milieux. Enfin, la musique, par exemple, récemment, avec... Ah bah hier, ouais. Ouais, l'affaire L'Homme Pâle, du coup. Ouais. Tu te dis, il y a tellement de secteurs, au final, où t'as... En fait, c'est systémique. Ouais. C'est ce qu'on appelle 5000 ans de patriarcat, accessoirement. Et 5000 ans de patriarcat, ça... purement systémique, ça rend chacune des industries. Et en fait, on se rend compte que c'est toujours le même procédé. Pendant très longtemps, la grosse douille du patriarcat, ça a été vraiment d'essayer de nous faire croire qu'en fait, c'était inhérent qu'à un milieu ou qu'à certaines personnes. Et on l'a vu notamment dans le milieu médical et gynécologique, où tout l'enjeu, c'était de dire oui, non, mais d'accord, mais c'est que à toi, et du coup, tu peux pas... Alors qu'en fait, non, il y a une véritable stratégie de domination et d'oppression. Et c'est comme ça qu'il faut l'analyser, parce qu'en fait, ça va permettre de définir des patterns et derrière, de pouvoir aller crever les abcès dans d'autres domaines. Sachant qu'il n'y a que 10 personnes, par exemple, qui ont subi des agressions, qui portent véritablement plainte. Oui, il y a 1% et il y a surtout 1% des plaintes qui aboutissent. Voilà. Surtout ça, je pense. Donc là, d'emblée, c'est le système au global. Ouais, et on retrouve que c'est toujours la même chose, de personnes qui ont du pouvoir, qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent, qui à un moment donné vont décider qu'elles ont le droit, en fait, finalement. Et en cuisine, c'est clairement ce qui se passe. C'est vraiment... Mais parce que ça fait bien longtemps que ces personnes-là ne sont plus uniquement des chefs cuisiniers, ce sont des personnages publics, ce sont des personnalités publiques, ce sont des personnalités même politiques. Il me semble que sur 100% du PIB lié au tourisme, la cuisine et la gastronomie en France représentent près de 50%. Il y a un enjeu économique. Mais évidemment qu'on va pas les faire tomber. T'as vu une différence entre ce que t'appelais ton expérience avec la chef-E et tes expériences avec des chefs du coup plus masculins? Tu vois une différence oui. d'ambiance dans la cuisine déjà, ou c'est généralisé au Ah non, à la pour cuisine? le coup, non. Par contre, je pense que c'est le mauvais exemple, parce qu'au même titre que on sait, on a des échos de chefs masculins qui vraiment opèrent et vraiment ont une forme de violence dans leur cuisine. Il y a aussi des chefs
qui font des dingueries tout aussi folles. Donc vraiment, il n'y a pas du tout ce truc de il y a que les hommes en cuisine. Non, il y a des femmes chefs qui vraiment, pour le coup, tolèrent, perpétuent ça. Donc il n'y a pas de sujet. Moi, il s'avère que je suis tombée chez une chef. Mais parce que j'ai aussi voulu sortir de ce parcours étoilé gastronomique où je suis allée dans un restaurant bistronomique qui avait déjà eu une étoile et qui avait décidé à un moment donné de revenir à quelque chose de beaucoup plus... Donc ils savent ce que c'est et en fait, ils ont fait le choix actif de ne plus perpétuer ça et de faire autre chose parce qu'il y a un niveau de pression qui est tel. Et pour le coup, non, une femme d'une bienveillance absolue, mais qui avait pas besoin de crier sous tous les toits que c'était elle la chef, quoi. Et c'est quoi une stratégie d'agression? Genre quand t'en parles, juste pour qu'on puisse visualiser d'un point de vue plus concret. Alors, ça va passer par la terreur, dans un premier temps. Mais en fait, c'est assez classique. Hein. En plus, ça va faire écho à d'autres façons historiques de faire les choses. Le fait c'est un management qui se fait par la terreur, déjà, dans un premier temps. Faut savoir que quand tu arrives dans une brigade, en général, il y a quoi? Il y a peut-être 3%, 4% de femmes, grand max. Donc en fait, tu peux arriver dans la brigade d'un restaurant. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, en Bourgogne, où littéralement, sur 27 personnes, je crois, il y avait 3 femmes, dont 2 en pâtisserie. Comme ça. Donc déjà de base, t'arrives dans un milieu, t'arrives en général dans un milieu où les personnes qui y travaillent ne sont pas des personnes politisées. Donc en fait, l'enjeu de domination, ça leur paraît, mais il y a même pas de sujet. Et c'est des personnes, moi, à peu près presque toutes celles que j'ai croisées, qui ne croient pas au principe d'égalité, donc qui partent du principe qu'une femme n'a rien à faire en cuisine et qui séparent la cuisine entre vraiment la cuisine gastronomique qui se fait dans les restaurants étoilés et qui fait vraiment partie du rayonnement de la France à l'international, et ensuite la popote. Et là, c'est ok de le faire à la maison. Et en fait, ce qui est toujours très tricky, c'est que quand on voit la prise de parole de tous ces chefs-là, ils disent tous que la grande inspiration et la raison pour laquelle ils font ça, c'est leur mère et leur grand-mère. Du coup, c'est comment niveau cohérence? Comment est-ce qu'on peut arriver à autant perpétuer du sexisme, de la misogynie? Et donc, pour répondre concrètement à ta question, ça passe par des personnes qui consomment de la drogue, parce qu'en fait, on bosse 19 heures par jour, à peu près. C'est quoi comme drogue? La plupart sont sous coke. Okay. On bosse 19 heures par jour. C'est des conditions, en fait, tu passes ta journée debout. Il y a des restaurants dans lesquels tu manges pas presque de la journée, où tu as genre 40 minutes de pause, juste histoire de boire de l'eau et pas tomber dans les pommes. Et il y a un management par la terreur, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va essayer de t'expliquer, c'est pas qu'il faut que tu fasses bien les choses, c'est juste qu'en fait, si tu fais une connerie, je te nique ta race. Moi, j'ai vu des cuisiniers être brûlés, être pris par la gorge. En fait, et après, il y a tout un aspect de manipulation beaucoup plus psychologique où en fait tu as l'impression que tu n'es rien si tu quittes cette cuisine, que tu n'as pas d'avenir si tu vas si tu vas bosser ailleurs. Et au final là, depuis après le Covid, plus personne ne veut travailler dans la restauration. En fait, fallait juste pas prendre les gens pour des cons. Enfin, je sais pas, accessoirement. Enfin, il y a rien de plus normal. Oui, les gens ont eu un espèce de temps où ils ont pu se rendre compte de ce que c'était juste, même pas un train de vie de ouf, mais juste un peu de liberté, un moment où tu peux te reposer, où tu peux socialiser, où tu peux passer du temps avec les gens que t'aimes. Faut être taré pour avoir envie d'y revenir. Pour en plus de ça, être payé... Le salaire est même pas à la hauteur. J'allais dire. Pour être payé 35 heures, t'en fais 90. Enfin, pardon, mais du coup... Ou alors, tu montes ton resto. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont dit, en fait, j'ai assez de connaissances aujourd'hui et je peux, pour le coup, aller sur une voie beaucoup plus entrepreneuriale où je vais manager à ma façon, où tout l'enjeu, d'un point de vue purement générationnel, c'est vraiment de se dire, c'est pas parce que tu as été formé comme ça et que tu es arrivé à un certain niveau technique et d'excellence gastronomique en passant par là, que c'est la seule solution et qu'il faut perpétuer. Donc en fait, tout l'enjeu, là, on est vraiment au déclin où il faut que toutes ces personnes-là et tous ces chefs en devenir et ces chefs en devenir qui ont été formés dans la violence, qui ont été formés dans la terreur, qui ont été formés dans le harcèlement, se fassent un peu la promesse de se dire « Ok, moi, je romps ça. » Et en fait, je fais autrement. Parce qu'on peut très vite rentrer dans un espèce de truc de... vous voyez bien, en fait, tous les chefs aujourd'hui qui réussissent, on voit bien qu'ils sont tous passés par des 3 Mac et on sait comment ça se passe dans des 3 Mac. Et du coup, t'as un peu l'impression... 3 Mac, c'est quoi? C'est 3 étoiles? 3 étoiles. Ouais. Et du coup, t'as limite un peu l'impression que si tu fais pas ce parcours-là, tu n'arriveras pas à être un ou une chef reconnue, alors que c'est pas du tout vrai. Enfin, et donc ça, c'est l'inspiration qui t'a permis de faire non-chef. Là où avant, c'était vraiment, t'en parles à ta pote qui bosse dans ce milieu-là. Il y a eu à un moment donné en fait, il y a un compte qui est 100% dédié à ça, avec un onglet qui s'appelle « Écrire ». Et si je veux écrire à la personne,
et qui n'est pas tenu ni par une personne qui est journaliste, ni par une personne qui fait des études de sociologie, mais juste par une personne qui a vécu ça et qui est passée par là. Donc je voyais un peu ça, et puis c'est marrant, parce qu'en fait, les échos que j'avais, c'est qu'à un moment donné, il y avait même des chefs qui disaient en cuisine, tu racontes pas ça, je dis non, chef. Hein. Donc finalement, on a beau dire ce qu'on veut. Ça a marché. Ouais, ça a marché, et puis du moins, ça a permis Ça a de l'impact, au final. d'impact, et puis ne serait-ce que de visibiliser un tout petit peu. Vraiment, que les personnes puissent se dire, en fait, maintenant, quand il se passe une dinguerie, il n'y a plus de... Mais du coup, tu veux le dire à qui? Ouais. Et du coup, je m'en bats le clito. Comment ça s'est créé? Comment ça s'est dissocié avec la cuisine? En fait, je À quel m'en bats le moment tu t'es même dit que t'allais faire ça à plein temps? En fait, bon, je vous raconte la vraie anecdote, c'est pas grave. Je finis mes études, donc je commence à peine à digérer tout ce qui s'est passé en restauration, mais dans ce secteur-là. Pour autant, je me dis que j'ai quand même envie de continuer. Et en fait, à ce moment-là, pendant tout l'été et toute la rentrée, je réfléchis à une thématique qui me passionne, qui est la linguistique et les langues. Et à quel point est-ce qu'en fait, qu'est-ce que la langue et qu'est-ce que les expressions et les mots qu'on utilise veut dire de nous et veut dire de la façon dont on pense la société. Et en parlant 3 langues, j'arrivais presque à comprendre qu'on pouvait quantifier et presque mapper à quel point une culture était ancrée dans la société patriarcale à travers sa langue. Et je trouvais ça passionnant. Par exemple, l'anglais est une langue finalement assez neutre. L'espagnol est une langue très très dense. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de propositions qui sont déjà féminisées sans que ça soit passé par un compte Instagram à la mode à un moment donné. La féminisation des métiers n'est plus un sujet depuis quand même un sacré bout de temps. Et c'est une langue qui est pensée pour que le vulgaire soit féminin. C'est un truc que je trouve aussi très intéressant. Par exemple, pour dire ça me casse les couilles, en espagnol, tu dis me toca los cojones, mais depuis toujours existe me toca el coño. C'est pas un sujet, tu vois. Ça veut dire quoi en français? Me toca el coño, ouais. C'est comme si je te disais ça me casse le con, ça me casse la chatte. Ok. Et c'est pas un sujet, et c'est pas un truc qui est né, ça fait toujours partie du référentiel. Et le français fait partie de ces langues archaïques au possible, où moi, à 6 piges, je suis à l'école et on me dit ah non, Camille, on peut pas dire comme ça parce qu'en fait, le masculin l'emporte sur le féminin. Ah d'accord. C'est vrai que c'est marrant. En fait, j'ai 6 piges. Donc, du coup, c'est comment est-ce que vous imaginez un petit peu mon évolution, mon éducation, et moi, ma façon d'occuper l'espace et de grandir et de m'empouvoirer dans une société où, clairement, je ne savais pas lire et écrire. On m'a expliqué qu'il y a la moitié de la planète qui comptait plus que moi. Je trouve que c'est une violence inouïe. Et une fois que tu comprends ça, déjà, t'es vénère. Mais bon, ça, je suis toujours vénère, donc au pire, voilà. Mais tu comprends surtout que ça se joue dans l'intime, ça se joue dans le personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est moi qui ai décidé de ne plus utiliser des expressions comme je m'en bats les couilles, tout simplement pas parce que j'avais pas de couilles, mais parce que concrètement, une langue qui ne te prend pas en considération, ça reste une société qui veut t'invisibiliser et qui ne te prend pas non plus en considération, ou alors qui te considère comme inférieur. Pourquoi pas? Et je me suis dit, mais en fait, non, moi, oui, j'ai des grosses couilles au sens figuré, mais concrètement, entre les jambes, c'est pas ce que j'ai, quoi. Et donc, j'ai commencé comme ça tous les jours à dire, je m'en bats le clito, je m'en bats le clito. Et 2 semaines après, je suis chez un de mes meilleurs amis en train de décuver. Et vraiment, je passe 3 heures comme ça sur le canapé avec ma sampé. Et j'ai mes 3 potes mecs sur le canapé qui échangent des conseils sur comment faire jouer une femme. Ça fait partie de mes plus grands moments de solitude. Je sais pas comment vous expliquer. C'est avec vraiment un constat qui, moi, me traverse dans mon esprit et je dis, putain, les gars, vous êtes sexuellement actifs depuis plus de 10 ans. Waouh, vous branlez quoi, en fait? Et moi, j'ai quand même un caractère où j'ai tendance plutôt à jumper et à être tout de suite dans la réaction. Et là, vraiment, j'étais en sidération pendant 3 heures et juste j'ai écouté, je dis, c'est quoi ces dingueries? Et sans jamais les blâmer. Donc, je me suis pas dit, en fait, voilà, ça, c'est les mecs, ils savent pas le clito, nanana. Non, j'étais vraiment dans un truc de qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle méconnaissance et du coup, qu'est-ce qui fait que nous, du coup, il y a un moment donné où on doit aussi pas jouer le jeu ou pas pouvoir jouer le jeu on vous explique exactement et on vous parle, on est transparent et en fait, on vous vend pas à autre chose. Qu'est-ce qui fait que nous aussi, à un moment donné, on a eu l'impression de pas pouvoir communiquer, de pas pouvoir dire les choses, de pas vraiment pouvoir exprimer, guider. Et donc, j'essaie de trouver du contenu pour leur dire, wesh, les pélos, vous pouvez lire ça. Et je tombe, il y a du contenu, mais il y a du contenu qui est beaucoup plus scientifique et médical, avec limite des doctorats, des PhD en pourquoi la sexualité, pourquoi le lit est un espace politique, par exemple, ou alors du contenu beaucoup plus pornographique, ou du contenu de magazines féminins qui t'explique pourquoi est-ce que tu devrais te raser ou pas. Enfin, bref. Et il n'y a pas de contenu genre hyper pur, hyper simple, où je me dis, en fait, ça c'est ma life, c'est cool parce que là je me reconnais. Et donc sur un coup de tête, j'ai ouvert Insta et j'ai dit, vous savez quoi, je m'avais saoulée, je m'en bats le clito. Et j'ai droppé 1 punch, 2 punch, 3 punch et ça a buzzé dans la semaine. Je touche du bois. Et à ce moment-là, dès 48 heures après, j'ai commencé, je prenais 1500 abonnés par jour. Ce qui est énorme. 2010, 1500 abonnés par jour. Combien d'abonnés aujourd'hui? Très bonne question. À peu près.
780 000, 680 000, je sais pas. Wow. Ouais, C'est un beau nombre, quand même. pas mal. Et presque 100 000 sur mon perso. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que moi, j'y connais rien Instagram et je l'ai supprimé, mais c'est effectivement c'est que du texte. Non, mais c'est littéralement que du texte. Moi, je me dis, et donc là, c'est le point que tu dis avec la linguistique. Comment est-ce qu'en fait ce format a marché? Ouais, a marché. Et comment est-ce que tu l'as développé? En fait, moi, c'est un truc. Dis donc chef, c'est un format qui est assez similaire finalement en termes de. Bien sûr. C'est des formats qui sont incarnés, mais qui sont pas imagés. C'est-à-dire que tout le monde sait que je m'en bats clito. Il y a une meuf derrière qui s'appelle Camille. Il y a eu plusieurs années où, en fait, je m'en bats clito, pour eux, c'était vraiment une personne. Donc, tu vois, moi, dans la rue, quand on m'appelle, on dit si je m'en bats clito. Donc, je m'en bats clito, c'est devenu une personne incarnée, incarnant. On te reconnaît? Ah bah oui, bah là, oui, tous les jours, pour le coup, il n'y a pas de... Ah ouais. Oui. Mais ça, je fais pas du tout ça pour ça, hein, on va être très clair. mais je suis restée anonyme, moi, pendant 5 mois, en plus de ça. Donc, il n'y a pas eu, dès le départ, cette volonté d'incarner et de représenter quelque chose, ou alors, on n'a pas pu se dire, non, c'est vraiment une meuf qu'on remarque, et en fait, on peut pas la confondre. Pendant 5 mois, je suis restée anonyme, parce que j'avais peur de la retombée raciste, en plus. Donc, il n'y a pas eu du tout ce truc où les gens se sont dit... T'avais peur de la retombée raciste, c'est marrant ça. Ouais, bah, parce que finalement, je comprenais bien que ce qui faisait du bien avec ce compte Insta et avec cette démarche, c'est vraiment que je m'en bats clito, finalement, c'était à peu près tout le monde. C'était complètement intergénérationnel, il n'y avait pas de couleur de peau, il n'y avait pas de classe sociale, il n'y avait pas de... C'était à peu près toutes les meufs de la pharmacienne, en passant par ta meilleure amie, en passant par... Il y avait un truc où toutes les meufs, toutes les personnes qui possèdent une vulve pouvaient à un moment donné dire « Ouais, c'est ma life, hein. Pour le coup, j'ai vécu, je sais de quoi elle parle. » Et je me suis dit, mais en fait, si d'un seul coup, je dévoile mon identité, on va tomber dans un format hyper carnet de bord, un carnet où les gens vont dire « En fait, c'est la vie sexuelle de cette meuf-là. » Du coup, moi, je ne lui ressemble pas. Du coup, ça peut pas être ma vie sexuelle. Donc, j'avais peur de perdre une forme d'universalité. Je mets des énormes guillemets parce qu'évidemment, après, d'universalité occidentale privilégiée, etc. La phrase est très, très longue. Et quand même, au bout de 5 mois, j'ai dévoilé mon identité parce que j'avais un peu l'impression de trahir mon système de valeurs où j'étais là, en fait, moi, je suis absolument pas du tout quelqu'un qui se cache, bien au contraire. Et en plus de ça, il y a toute une cible qui était à ce moment-là les femmes de plus de 45 ans que j'arrivais pas du tout à toucher sur les réseaux sociaux. Et pourtant, j'avais quand même l'impression que mon message devait passer auprès de ces femmes-là aussi. Alors, comment ça a été accueilli? Bah, je dévoile mon identité à la télé, sur Daphné Burki, Je t'aime, etc. Plan de com, compte à rebours, vous allez voir ma tête, swipe up, machin, il y avait encore les swipe up à l'époque. Et je me prends 400 messages ce soir-là, dont la moitié de personnes qui me disent... C'est assez chaud parce qu'en fait, si tu m'avais demandé de te dessiner, dans mon imaginaire, c'était impossible que tu sois noir. C'est bizarre comme commentaire. Ouais, et pourtant, c'est très très vrai. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, la première réaction pour ma part, il y a un côté où t'es limite rassuré, où tu te dis en fait, moi, ce que je me suis raconté pendant 5 mois, c'était pas infondé. Il y avait vraiment un truc quand même systémique, raciste, où on se dit que les Noirs ressemblent d'une certaine façon, qui font certains trucs et que du coup, ils créent certains comptes Instagram. Finalement, c'est ça ce qui commençait à se dessiner devant moi. Et je me suis dit, franchement, quitte à me prendre une vague de violence comme ça, autant essayer d'échanger avec ces personnes-là pendant 2 jours et comprendre, quoi. Et en fait, si je dois vous lister sur un top 5, les raisons, c'était 1, tu t'appelles Camille. 2, tu fais pas de faute d'orthographe. T'as tout compris au code du digital, t'arrives avec un concept hyper innovant, et puis je sais pas, quand t'es noire et que t'es féministe, t'es forcément afro-féministe, donc c'est le premier truc que tu mets en avant. Et ça fait partie des moments où vraiment je pense que toute personne, il y a des moments comme ça dans nos vies, il y a des trucs qui se cristallisent de façon hyper claire, et je me suis dit, alors waouh, ok. C'est violent quand même. Alors déjà, c'est hyper violent, mais j'ai une vraie carte à jouer et ça vient nourrir en plus de ça ce que je veux faire. C'est-à-dire que oui, je veux faire partie de ces femmes qui marquent la 4e vague du féminisme, qui marquent la révolution sexuelle, et absolument, je veux avoir une place dans le fait d'essayer de faire en sorte que la parole se libère sur ce sujet-là. Mais je veux aussi juste être une personnalité publique française et incarner et signer avec des marques, et écrire des livres et faire de la télé. Parce que finalement, je me rends compte que moi, j'ai grandi avec des modèles qui ne me ressemblaient pas. Et on a beau dire ce qu'on veut, c'est d'une énorme violence. C'est-à-dire que les débats politiques, c'était jamais des femmes comme moi, qu'à la télé, c'était jamais des femmes comme moi. Quand on rentrait en France et que je prenais le métro, c'était jamais des femmes qui avaient mon corps, mon cul, mes hanches, ma façon de parler. Et en fait, finalement, tu grandis quand même en te disant, OK, en fait, je n'existe pas dans le paysage, je ne suis jamais représentée, je ne peux pas m'inscrire dans quelconque lignée de quoi que ce soit. Et je me suis un peu promis de me dire, en me disant, franchement, tous les espaces où j'ai pas vu de Camille, je ferai en sorte d'y aller, de prendre beaucoup de place. Et disons que ma première strate de carrière, c'est un peu dessinée comme ça, en me disant, OK, il faut que je prenne de la place, parce qu'en fait, je veux faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'autres petites filles qui me ressemblent, qui se disent, ah bah du coup, moi, je ne peux pas parler de sexualité, sauf si je m'adresse aux femmes noires.
Moi, j'étais là, mais en fait, il y a quoi de si dérangeant dans le fait que ça soit une femme noire qui inspire aussi des femmes blanches? Enfin, c'est quoi qu'est-ce qui fait autant bugger les gens? Et je me souviens qu'on avait fait la campagne avec Etam l'année dernière quand on avait signé le contrat en tant qu'ambassadrice pour la gamme de culottes menstruelles. C'est vrai qu'à un moment donné, je me souviens qu'il y avait cette énorme affiche à Saint-Lazare dans le métro. Et je sais pas comment vous expliquer, je pourrais en pleurer. C'est des dizaines et des dizaines de femmes qui prenaient en photo et qui disaient meuf, mais tu peux pas savoir ce que ça me fait de pour la première fois voir une pub et voir un truc où je me dis en fait, c'est une meuf comme moi. En fait, on a le droit d'exister à cet endroit-là. En fait, on a notre place. En fait, on a le droit d'être vu. Là, ça dépasse toute forme de militantisme. C'est vital. C'est en fait, t'as mon cul, t'as mes vergetures, t'as ma cambrure, t'as le même regard où t'essayes jamais d'être dans la séduction. Il y a vraiment, moi, j'ai une volonté de vraiment d'imposer, tant physiquement que dans la façon dont je serre la main, que dans la façon dont je me présente. Je veux jamais qu'on me perçoive comme étant une petite chose. Et ça fait vraiment partie des choses qui sont très conscientes, qui n'étaient pas du tout au départ. Donc j'ai toujours été, mais en fait petit à petit tu te rends compte que ça fait partie des choses qui font que tu peux lutter contre une forme de patriarcat systémique et notamment de perception, quoi. Mais c'est un peu le message au final que tu veux faire passer avec le compte Instagram, parce que Ouais. tu nous parlais de ta définition du féminisme. Je veux bien que tu nous la redonnes. Alors c'est la définition du dictionnaire pour le coup, c'est pas la mienne. Okay. Du coup, une personne féministe, c'est juste une personne qui croit en l'égalité entre les hommes et les femmes et qui se bat et qui fait en sorte que du coup les femmes soient légales et les mêmes libertés que les hommes. Donc moi, toute c'est le combat de ta personne. vie, quoi. Ouais, c'est le combat de ma vie. Et puis, j'ai toujours du mal à comprendre qu'il y ait des personnes qui disent du coup, moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai l'impression que souvent, quand j'ai le débat, et les personnes qui sont pas d'accord, c'est le terme. C'est quoi l'argument concret C'est des personnes qui, fondamentalement, ne connaissaient pas la définition. Ouais, d'accord. la définition et qui partaient du principe que le féminisme, c'était des femmes qui voulaient. La dominance des femmes. Ouais, qui voulaient dominer, qui voulaient d'un seul coup qu'on tombe dans un. C'est la perception de beaucoup de mecs, hein. Ouais, après, par contre, vraiment, il suffit juste d'aller sur Google, de taper le mot et d'avoir une définition. Enfin, pour le coup, faut pas faire 5 ans d'études. Hein. Je suis d'accord. Si tu peux, voilà, je me permets, juste. Voilà. mais oui, c'est la définition de beaucoup de mecs, mais il suffit juste, pour le coup, d'aller valider. S'éduquer un peu, quoi. Ouais, s'éduquer un peu, et vraiment, c'est pas sorcier, quoi. Pour le coup, je demande pas du tout de faire un PhD. Sur ton compte, il y a combien de pourcentage d'hommes qui suivent Ouais, je me posais la même question. C'est qui l'audience? Alors, l'audience principale, c'est 18-35. Avec une majorité de 25-35. Et j'ai 15% d'hommes et 85% de femmes, sachant que c'est un compte public. Donc, en fait, tu peux le consulter sans avoir besoin de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Je le dis parce que, par contre, franchement, 80% des hommes qui m'écrivent ne sont pas abonnés. Tu vois? Pourquoi? Tu leur poses la question? Ouais, parce que c'est la honte de ouf. Il y a tous mes potes qui suivent ton compte et parce que j'ai pas envie que mes potes voient que je suis ton compte et que potentiellement, truc de masculinité et de virilité toxique, ils ont pas envie qu'à quelconque moment, quelconque personne puisse potentiellement se dire qu'ils sont pas calés et qu'il faut qu'ils apprennent des trucs. Et je suis là en mode, en fait, c'est tout à ton honneur. Enfin, en fait, nous, on veut ça. Enfin, Et du coup, ouais, mais je sais que franchement, si tous les hommes qui consulter mon contenu, regarder mes stories et m'écrivait en message privé et étaient abonnés, franchement, je pense qu'on serait à du... passer le million. Déjà, et puis on serait à du 30-70% dans les stats. Mais voilà, après, je respecte. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs public et qu'il n'est pas du tout privé, c'est que je veux vraiment rendre accessible. Mais tu parlais de... excuse-moi, vas-y. J'allais dire, il y a une façon hyper cash, crue dans tes posts, ce qui est hyper appréciable quand tu lis tes quotes. Mais je me demande si des fois, c'est un peu une façon d'adapter le langage des mecs pour du coup mieux diffuser le message. Donc en gros, est-ce que tu penses que on doit un peu adopter les codes des mecs dans la façon de parler pour que le message ait plus de portée? Alors moi, alors après ça c'est personnel, mais moi je crois pas en une façon de parler qui serait masculine et une façon de parler qui serait féminine. Je crois plutôt en une façon de parler qui est soit cash, soit réservée, mais qui n'a absolument rien à voir avec ton sexe et ton genre. Donc pour le coup, par contre, que le fait qu'on soit dans une société patriarcale et qu'on ait toujours dépeint une certaine image de la femme et des femmes et de comment est-ce qu'on devait se comporter, où on devait pas prendre trop de place, où on devait croiser les jambes, où on devait un peu le sois belle et tais-toi, qui fait qu'en fait on a complètement intériorisé ces comportements et que du coup on part du principe maintenant qu'il y a une façon de parler qui est masculine et presque une façon de parler qui est féminine et que nous en tant que femmes on ne se doit pas d'eux. En fait, moi j'ai toujours parlé comme ça, mais j'ai jamais eu l'impression de parler comme un homme. Ouais. J'ai toujours eu l'impression de parler comme moi. Et je me définis comme étant une femme. Par contre,
qu'en argument premier, on vienne souvent, souligner le fait mais tu n'as pas besoin d'adopter, c'est souvent ce qu'on me dit, tu n'as pas besoin d'adopter les codes masculins pour être entendu. Je leur dis, mais du coup, il y a quoi de masculin? Et en fait, en général, les personnes ne sont pas capables de déployer un argument. Et d'ailleurs, est-ce que tu as beaucoup peut-être de haters, notamment Oui. sur... Et mes haters sont des femmes, mes haters ne sont pas des hommes. Ah ouais? Ok. Ouais. C'est quoi les raisons? Mes haters sont des femmes entre 40 et 50 ans, en moyenne, pour qui finalement ce que ça vient projeter, c'est un contenu très violent. C'est des femmes qui me disent, en fait moi je fais partie de la génération cul entre deux chaises, donc il y a eu mai 68, il y a eu MeToo, et entre les deux on parle de vague, donc vraiment le mouvement de vague c'est vraiment ça vient, ça repart. Ça veut pas dire qu'il s'est rien passé, c'est juste qu'il n'y a pas eu une espèce d'énorme vague qui est arrivée d'un seul coup au large, et c'est des femmes qui me disent, bah du coup moi j'ai un peu l'impression d'être la génération cul entre deux chaises, où finalement moi j'avais pas eu tous ces comptes Insta, tous ces médias, tous ces podcasts, toutes ces maisons d'édition qui d'un seul coup m'ont parlé de ce sujet-là, toutes ces prises de parole. Et finalement, j'arrive avec un contenu où elles me disent, en fait, c'est hyper violent parce que tu décris une sexualité où j'ai l'impression que moi, je n'en fais pas partie. Je ne connais pas ça. Je n'ai pas eu accès à ça. Tu ne dépeins pas ma sexualité. J'ai l'impression, à 40, 50 ans, d'un seul coup, de découvrir un monde. Et en fait, c'est hyper violent. Et pourquoi tu dis que c'est des haters? Ah, bah parce qu'en fait, ce n'est pas du tout dans la bienveillance, c'est dans la construction. C'est de l'insulte, c'est... oui. C'est pas... Alors moi, je n'ai rien contre les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Alors là, franchement, et c'est ce que je dis toujours, où est-ce que vous avez lu que j'ai voulu faire l'unanimité? Il y a quand même assez peu de jeunes, je pense parce qu'ils sont pas assez matures sexuellement pour apprécier ton contenu, ou c'est juste une question de toi, ta communication et les personnes que tu as touchées? Non, je pense que j'en ai un... Mais par exemple, tu vois, j'ai autant de 11, 17 que de plus de 60 ans. D'accord. Tu vois, genre, c'est juste que c'est vraiment la partie majeure. Ouais. Mais après, j'en ai quand même. Non, je pense que, y a quand même, même si le monde est en train de se surdigitaliser, il y a quand même encore beaucoup de familles où, en fait, à 11 ans, t'as pas de téléphone, quoi. Même si on pense que tout le monde a un téléphone et tout. Ou alors, il y a encore quand même beaucoup de familles et de parents qui s'organisent pour que t'aies un téléphone où t'as pas forcément Internet. Donc, c'est vraiment la fonction première du téléphone, à savoir, tu peux m'appeler, tu peux m'écrire. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le fait que... Mais t'as pas encore eu de rapport sexuel? À 11 ans? Des gens? Ouais, à 11 ans, dans l'idée, non. Mais ça plus. n'empêche que ça t'intéresse, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ouais, franchement. Ouais, mais c'est plus dur de comprendre. Par exemple, tu vois, tu fais beaucoup de blagues autour de... des de ce mecs qui se passe pendant un rapport sexuel. Ouais, ça, des mecs qui savent pas faire jouir des meufs ou qui prennent pas assez de temps pour comprendre, etc. Pour quelqu'un qui a 11 ans ou 12 ans, quand t'as jamais eu de rapport sexuel... Ouais, ça leur paraît lointain quand même. C'est quand même assez dur de s'approprier. C'est advanced. Ouais, enfin, du moins, et franchement, j'espère, quoi. Genre, après, pour arriver avec de la stat qui va un peu... Moyen âge du visionnage du premier porno en France, c'est 10 ans, la moyenne âge. Et à 13 ans, un ado sur 3 a déjà regardé ou regarde régulièrement du porno. Donc, il y a quand même une notion de... C'est pas parce que tu le pratiques pas que ça ne t'intéresse pas. C'est les deux sexes. C'est pas une... ouais. Tu connais la différence entre la stat masculine et la stat féminine? Par rapport au porno? Par rapport à ces deux points-là. Oui, alors après, la stat masculine est quand même... Il y a plus de pourcentage de garçons qui vont se rapprocher de ces 10 ans-là que de filles. Et c'est marrant, c'est plutôt à l'âge de 25 ans que ça s'aligne à peu près. Okay. C'est juste que jusque-là, en fait, les gens disent, mais c'est marrant, il y a de plus en plus de femmes qui regardent du porno. Non, c'est juste qu'elles mentent plus. Ce que j'allais dire, parce que là, on parlait de porno, mais donc du coup, c'est quoi, t'as des stats, tu connais les positions des femmes sur la masturbation? Parce que j'ai l'impression que toi, tu t'es contre les tabous, mais mine de rien, il y a quand même Ouais, il y a beaucoup de tabous. Il y a énormément de tabous sur la masturbation des femmes par rapport à la masturbation des hommes. Ouais, il y a plein de femmes qui osent encore pas se masturber. Alors que pour le coup, il y a aussi qui le font, mais qui ne le disent pas. Ou qui le font et qui ne le disent pas. Je connais pas les stats, mais... Là, pour le coup, j'ai pas la stat exacte. Ça serait intéressant, mais je sais que... quand on regarde les stats, je sais qu'il y a toujours un décalage entre les fréquences et la proportion de masturbation. Est-ce que tu penses même qu'il y a des femmes qui n'osent pas? Ah oui, moi je pensais que c'était des femmes qui ne voulaient pas en parler. Non, moi j'ai plein de messages. Enfin, franchement, en fait, j'ai les archives nationales de l'insatisfaction sexuelle féminine française depuis 5 ans. Je reçois 300 messages par jour depuis 5 ans. Il y a personne qui peut battre ça. Aucun. Je vous aime d'amour. Et pourquoi elles n'osent pas alors? En parler se masturber? Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Il y en a qui osent pas. Il y en a que ça n'intéresse pas. Alors, tout aussi que ça nous paraisse... Il y en a, ça ne fait même pas partie des possibilités que, tu vois, qu'elles avaient imagées, parce qu'en fait, éducation religieuse, ça dépend de ta culture, de si t'as grandi dans une famille hyper tradie. Il y en a plein qui disent, en fait, pour moi, la sexualité, c'est uniquement lié à la reproduction. Voilà, et en fait... Ah oui, donc pas du tout le plaisir. Ouais, non, pas du tout le plaisir. Même la façon dont tu vends la sexualité, même dans les films, tu vois souvent des mecs qui se branlent. Tu vois jamais des meufs qui se masturbent.
Tu vois, Tu vois c'est- souvent des mecs qui se branlent dans les films, toi? Non, mais Pas les disons, mêmes films. Regarde pas les mêmes. tu viens de te faire griller. Disons que sur 100% des scènes de masturbation dans l'univers fiction, il y a, je sais pas, il va y avoir peut-être, je sais pas, 10% de représentation de masturbation féminine. C'est ça ce qu'elle essaie de dire. Par contre, oui, non, et puis il y a des personnes que ça n'intéresse pas. Il y a des femmes qui ne savent pas faire. Moi, vraiment, elles me disent, en fait, j'ai essayé. Ça fait littéralement 1 heure que je suis avec ma main sur mon clit et autant te dire que vraiment, je ressens rien. Enfin, il y a aussi ça, tu vois, il y a aussi ce truc. Et puis, il y a des personnes, et ça, j'apprécie beaucoup. Et je trouve qu'en fait, c'est pas que j'apprécie beaucoup, c'est que je n'avais jamais eu cette perception, ni même cette pensée. C'est vraiment des personnes qui me disent, en fait, on a vachement hiérarchisé les activités, et notamment en plaçant l'activité sexuelle comme étant genre the thing, le truc qui rend heureux, le truc qui fait du bien. Et en fait, on voit de plus en plus toute une génération et tout un tas de personnes qui alignent un petit peu ça et qui voient plus ça comme un spectre et qui mettent au même niveau, en fait, qui disent, en fait, la sexualité, c'est juste une activité qui me fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui vont privilégier des ateliers de poterie qui vont leur faire le même, Ouais. ça me fait du bien que la sexualité. Il y a un peu un truc c'est un éventail, ce n'est plus une pyramide où genre, tu kennes, c'est un truc de ouf, et après tu bois des bières avec tes potos, c'est un truc de ouf, et après tu pars en vacances, c'est un truc de ouf. Tu vois, on n'est plus du tout sur une pyramide, on est vraiment sur quelque chose de plat, comme un spectre, et où en fait, dépendamment du temps, tu navigues, dépendamment des envies, tu navigues. Et en fait, il y a des personnes qui me disent, en fait, si je prends la sexualité comme étant une activité comme une autre, en fait, je préfère faire du jardinage. Bah ok. Et Camille, tu peux nous raconter un peu tes Du coup, planter des coquelicots. tes prochains projets. On voit Ouais. derrière toi, il y a ton... J'ai eu peur, je pense qu'il allait sortir. Alors du coup, tu peux nous raconter un petit peu toi tes anecdotes. Le mec est sur une pente. Non. On voit ton livre juste derrière toi. Est-ce que Ouais. tu nous racontais un peu, tu nous parlais de politique, tu nous parlais d'Instagram, pas d'influence, de partage d'idées, de leadership. Comment tu vois la suite De un petit peu transmission. La suite, bah, disons que là, court terme, encore un livre, donc en octobre, qui sort, qui est un dictionnaire des mots du cul. Et des mots et des expressions du cul aux éditions Le Robert. Donc en plus, c'est vraiment la maison d'édition qui traite de la langue, de la linguistique et qui fait rentrer des mots au dictionnaire. Donc ça, je trouve que c'est très très fort et très important sociétalement. Donc toujours continuer à écrire un livre. Je sors un livre par an. Ouais. Donc des livres tous les ans. Je suis en train d'écrire une série aussi, donc pourquoi pas aller un peu plus sur du streaming, du SVOD. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à raconter. Type Vlog ou type Netflix? Non, type quand on voit qu'il y a eu Insecure, Valeria, I May Destroy You, en France, on n'a pas encore eu ça. Donc pourquoi pas réfléchir avec ma vision de l'intime, ma vision et une vision très female gaze aussi de ces thématiques-là, réfléchir à ça. Continuer à faire beaucoup de prises de parole. Je travaille notamment avec le ministère de la Santé et on va dans tous les départements depuis la sortie du bouquin et on va parler de sexualité aux ados, aux jeunes à chaque fois dans le cadre de ce qu'on appelle les journées de la santé sexuelle. Et puis beaucoup de conférences, beaucoup de masterclass, beaucoup de prises de parole, politique pourquoi pas, mais je pense que vraiment c'est pas du tout pour c'est pas pour tout de suite. Et puis d'ici 3-4 ans ouvrir mon resto, c'est un truc quand même. Je me suis dit j'ai 26 ans, à 30 ans j'ouvre mon resto. Et qu'est-ce que tu veux avoir accompli, toi, à titre personnel? Qu'est-ce que je veux avoir accompli? Ouais. Quand? Où? Avant ta mort. Longue horizon. En fait, pour être tout à fait honnête avec toi, moi, je veux vivre jusqu'à 100 ans. Je trouve que c'est toujours très, très classe qu'on puisse parler de moi en disant que la meuf, elle a vécu un siècle. C'est pas faux. Je sépare ma vie par quart de siècle. Les années, ça ne m'intéresse absolument pas. On met beaucoup de pression sur 365 jours. Je sais pas vous, moi, en 365 jours, j'ai pas du tout l'impression de pouvoir avoir assez de recul donc moi, T'as bien ralenti quand même, parce qu'au début, tu nous disais que t'allais à fond et tout. Ouais, là, franchement, j'ai déconstruit. Non, vraiment, j'ai déconstruit. T'es en 25 ans maintenant. Ouais, je suis par quart de 25 ans et je suis hyper chill et je fais des constats que au bout de chaque 25 ans. Donc là, j'ai 26 ans. Je viens de passer dans mon deuxième quart de siècle. Et du coup, tu vois, là, ce que je veux avoir, j'ai l'impression que déjà dans mon premier quart de siècle, j'ai accompli des trucs de ouf. Donc comment te dire, j'ai pas cette sensation de ne pas avoir accompli de choses qui font que je suis à la poursuite de quelque chose. Dans cette mission un peu de vie que j'ai de vouloir créer des choses qui dépassent ma propre personne, qui ont un impact positif sur la vie des gens à court terme, en fait, c'est fait. Donc, pour le coup, et c'est ce qui m'éloigne de plus en plus d'une certaine peur de la mort. Tu vois, j'ai pas du tout ce truc de... Mais tu disais au début, tu aimerais que les gens se rappellent de toi. Tu vois, il y a plein de personnages vachement connus qui ont été militants de Luther King, il en a beaucoup chez les femmes aussi. À quel point c'est des gens qui t'inspirent, à quel point tu as envie de ressembler à ces gens-là ou d'avoir un impact similaire à ce qu'ils ont eu? Ressembler à ces gens-là, non. Pour le coup, j'ai un côté très... on a tous et toutes des côtés très singuliers, donc pour le coup, Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, je comprends. Mais disons que
le fait qu'on puisse encore se référer... En fait, ce que je trouve très, très intéressant, c'est à quel point ces personnes-là ont réussi d'une façon ou d'une autre à définir un certain pattern qu'on retrouve à chaque fois d'oppression, de prise de parole, de personnes qui vont décider quand même de l'idée, de personnes qui vont quand même vouloir avoir du coup une certaine influence sur le peuple. Enfin, moi, c'est des choses, oui, qui dans tous les cas m'inspirent. Je dirais pas que je vais avoir un parcours à la Martin Luther King et je dirais pas que je vais avoir un parcours à la Rosa Parks, mais disons que, ouais, marquer l'histoire, même si je crois pas en l'histoire avec un grand, je crois aux histoires avec un grand H. Oui, c'est quelque chose j'espère du moins que c'est ce qui se passera. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout une vision de carrière qui court-termiste. Moi, je pense que je me vois vraiment travailler jusqu'à mon dernier souffle et en manif avec une pancarte en disant 100 ans après, je dois encore m'en battre le clito, fait chier, quoi. C'est un peu ma vision que j'ai. Donc, ouais, et puis franchement, continuer à faire du bien, continuer à ce qu'on puisse identifier ma plateforme comme étant un véritable safe place où on peut venir parler des sujets, où elle peut nous aider à s'organiser, où elle peut nous aider à trouver des relais quand on veut faire des dépôts de plainte, quand on veut faciliter, quoi. Être un facilitateur et être une facilitatrice et créer des médias où en fait les gens se sentent moins seuls. Bah écoute, on te le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Du coup, vous êtes féministe ? Bah oui. Absolument. Oh waouh. C'est beau, hein. Oh waouh. On a passé un super moment. Merci beaucoup Merci. d'avoir pris du temps pour partager tout ça avec nous et avec ceux qui nous écoutent. Et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner. Épisode 5 de Sans Limites. Merci à tous.